Bonsoir, donc ce soir nous accueillons Lucie Bataille et Sébastien Bignec qui vont nous présenter Structure Bâton, le studio qu'ils ont formé. Cette conférence est organisée dans le cycle didactique visuelle et design graphique. Et donc Lucie et Sébastien répondent à l'invitation de Héloïsa Pérez et Olivier Poncer. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous on est un collectif Structure Bâton qui a été fondé en 2014 à la sortie de nos études. Donc pour cette conférence, on va vous présenter la manière dont on travaille au studio, les rebonds qu'on peut faire entre des résidences, des workshops, du travail de commande, de commissariat, de scénographie et le lien qu'on fait notamment pour réaliser des objets avec des publics. Donc public au sens large ou avec des individus plus que des publics, vu que c'est dans un échange construit avec eux. Donc dans la présentation, donc moi je me présente, je suis Lucille Bataille et avec Sébastien Bignec qui est là, on s'est rencontrés à Valence pendant nos études, enfin à Lyon. Donc on a fait un BTS et on est allé au Beaux-Arts de Valence ensemble, durant lequel on a passé les 5 ans jusqu'au DNCEP. Moi, pour l'objet de mon DNCEP, je me suis intéressée à la question des pédagogies alternatives et je me suis posé les questions de la pédagogie de Célestin Freinet et à quel point il avait pu peut-être emprunter ou prendre le rôle d'un designer en réhabilitant dans son principe d'imprimerie et en adaptant dans son principe d'imprimerie des objets comme des plombs plus gros pour la main des enfants, des composteurs pour les gauchers. Enfin, il s'était posé plein de questions comme ça pour pour pouvoir adapter l'imprimerie à l'école. Et donc, suite à ce mémoire-là, je me suis posé la question aussi de qu'est-ce que peut-être en inversé, un designer graphique notamment pourrait, en tant que designer graphique, je pourrais contribuer à la question de la transmission et de la pédagogie et peut-être dans le contexte du numérique, mais aussi des Fab Labs, du numérique mais de l'analogique aussi et de l'objet, produire des objets qui aident à la compréhension notamment là pour le coup de la typographie. Donc j'ai créé cette famille qui s'appelle la famille Bâton et qui permet aux enfants, à travers ce kit, de réaliser des typographies, donc avec les premières formes qui sont les basiques, qui sont rond, carré, triangle, des formes issues de la modernité, en y ajoutant la question du patatoïde qui était important pour moi, qui est plutôt de se dire, tiens, une fois qu'on a compris comment on monte des formes, finalement, est-ce qu'on ne peut pas le faire avec tout, avec toutes les formes, enfin se réapproprier et créer soi-même ces formes. Voilà, la problématique était là et si on tenait à vous présenter ça, c'était aussi pour expliquer un peu notre parcours et la manière dont on l'a réalisé et de voir un peu la suite et les rebonds dans les différents projets. Et toi, je te laisse présenter aussi. Moi, pendant ce temps, je me posais un peu des questions sur des choses qui étaient relatives à la typographie et la cartographie. Voilà, la curiosité a été titillée à cet endroit. Donc, du coup, ça partait un peu de l'observation d'un corpus de cartes topographiques, mais de cartes géographiques aussi, dans des vieux manuels. Donc, plutôt un corpus, on va dire, qui date de la première moitié du XXe siècle. Et en regardant l'ensemble de ce corpus, je me suis dit, tiens, et en le constituant, je me dis, tiens, en fait, il y a des sortes d'invariantes qui sont présentes dans la forme des lettres, alors même qu'en fait, c'est des lettres qui sont réalisées par des lettreurs, des ingénieurs lettreurs cartographes, dans lequel il y a de l'aléa dû au procédé de reproduction technique, sur des plaques de zinc, des choses comme ça. Et donc je me dis, pourquoi en fait dans cette grande diversité, on retrouve des sortes d'invariantes formelles. Donc moi j'avais mené une sorte d'enquête un petit peu pour essayer de comprendre cette question.
Donc en allant voir des choses un peu du côté du fond de l'IGN, et puis aussi au musée de l'imprimerie. Et voilà, donc j'ai trouvé des modèles d'écriture pour les ingénieurs lettreurs cartographes. Et puis voilà, donc la pratique de la typographie, c'est aussi une pratique qui irrigue notre pratique d'atelier, parce qu'on souvent on utilise des typographies qu'on dessine. Mais après, même si je pense que ce socle-là, en fait, a infusé dans notre pratique de studio, ça a aussi infusé sur des questions un peu liées à la question du paysage. Mais voilà, c'était pour faire un petit point. Et donc là, je l'illustrais par, si vous voulez aller creuser un peu la question, on peut aussi un peu en parler après. Mais sinon, à cette époque-là, j'avais pu faire un petit point sur cette recherche en faisant un article dans une revue d'école de l'ESSAD de Valence qui s'appelle .txt, voilà, sur ces questions-là. Et donc c'est vrai que du coup, en sortie de notre DNCEP, puis après on arrêtera le chronologique, mais ça permet aussi, parce que les travaux, il y a une évolution. On n'arrêtera pas le chronologique. On n'arrêtera pas, mais ça se verra moins. C'est un peu la matrice des études, quoi. Toi, tu es parti faire l'atelier national de recherche typographique pendant un temps, et du coup, moi j'ai testé mes dispositifs de normographe à l'école en me disant que ce que j'avais pas spécialement envie d'essayer de travailler à un kit ou à une normalisation, mais plutôt de travailler avec différents publics, d'adapter ces normographes en fonction des personnes rencontrées, des difficultés, des demandes aussi. Et donc à partir de ça, on s'est mis à travailler aussi autour de cette question des normographes et de l'écriture. Et donc un des premiers projets qu'on a réalisé, c'est la mallette Jean Perdrizet. En fait, Jean Perdrizet, c'est un artiste d'art brut qui vivait à Digne, là où le musée nous a dit, et qui, dans les années 70, c'était un ingénieur qui s'était posé la question de... en fait, il rêvait de créer un robot qui pourrait aller sur Mars pour parler à d'autres robots qui seraient peut-être sur Mars, et de créer un espèce de langage qui s'appelle l'espéranto sidéral. Et donc, il passait ses journées à faire des plans et des maquettes de différentes machines, mais ça, c'est un peu le principal, la question de l'espéranto sidéral, à l'aide d'une machine à écrire. Et donc, c'était un ingénieur, quoi, génie civil, ou je sais plus quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, il a pratiquement pas pratiqué, parce que il est sorti de ses études, et il avait des envies justement un peu sidérales et cosmiques, et il préférait faire des sortes de machines, on va dire, pataphysiciennes, que finalement pratiquer le génie civil. Donc pour lui, c'était des choses qui étaient très, très potentiellement réalisables, mais c'est plutôt une sorte de langage, en fait, qu'il a créé. Et donc c'est un artiste d'art brut du coin de Digne, quoi, des Alpes de Haute-Provence. Et la question, c'est comment on donnait accès du coup à cette œuvre qui parle à la fois, je pense, de technicité, de principes combinatoires, parce qu'en fait, il joue aussi beaucoup avec les lettres, avec les glyphes, en invitant, on va dire, à jouer avec d'une manière qui est aujourd'hui finalement assez commune, un peu proche de la logique qu'on voit dans les émoticônes, dans une sorte de langage un peu ASCII ou des choses comme ça. Et donc, par exemple, pour donner accès à son œuvre, et en reprenant des principes qu'on a pu retrouver à l'intérieur de ses travaux, on a créé une sorte de jeu de cartes qui invitait à penser, on va dire, le glissement formel entre certains signes, certains glyphes et certains dessins, quoi. Oui, et puis il y avait ça, et une des demandes, c'était que soient rattachées 3 matières à une section d'art plastique. Donc c'est pour essayer de faire évoluer, de faire sortir le musée, cette œuvre, ce fond du musée dans les collèges, et de pouvoir le faire évoluer. Donc ça a été beaucoup de temps de travail avec aussi
les enseignants-enseignantes, afin de pouvoir se rendre compte de détails qui étaient possibles, de mallettes pour qu'elles rentrent dans leur voiture, que ce soit pas trop lourd, que ça prenne les 3 sections. Il y avait différents niveaux aussi, parce que donc Digne, c'est dans le 04 et c'est un territoire où les collèges sont très loin, donc il y a du déplacement. Donc il y avait un peu cette question aussi de mise à disposition. Les cartes, on les a réalisées comme ça aussi pour qu'elles puissent, quand l'école, être photocopiées. Enfin, il y avait toute cette question aussi d'interopérabilité sur un usage à l'école, pour que une fois que la mallette soit passée, elle soit pas du tout, elle puisse continuer à être utilisée. Donc on a fait ce jeu de cartes dont tu parlais. On a réalisé aussi différents tampons à partir des dessins que Jean Perdrizet réalisait. Et différents supports qui étaient reproductibles dans cette mallette. Pour ce projet-là, du coup, c'est un projet qu'on a réalisé avec Gauthier Platevoûte, avec lequel on a travaillé pendant à peu près les 2 premières années de studio, et qui fait suite à une résidence qu'il a fait au CIAP de Vassivière, le Centre international d'art et du paysage. Et il s'est posé un peu des questions relatives à la cartographie, la question un peu de la promenade. Donc le CIAP, du coup, c'est une île sur laquelle en fait il y a pas mal d'œuvres de land art. C'est au milieu du Limousin, donc cette île a été créée artificiellement pour un barrage électrique. Et quand on arrive dans le Limousin, moi c'est une région que je connaissais pas trop, et j'avais vraiment une sensation de me dire tiens, je suis dans une région assez profonde. C'est assez boisé, c'est assez reculé, et en fait au bout de 2-3 jours, quand on nous renseigne un peu sur l'environnement, et ben on se rend compte qu'en fait non, il y a une 60aine d'années, en fait les paysages n'étaient pas du tout ce qu'on peut voir et parcourir aujourd'hui. C'était plutôt des pâtures, et en fait il y a énormément d'exploitation forestière avec des pins notamment, des Douglas, voilà. Et donc de découvrir ce paysage-là, ça a incité aussi Gauthier à y faire référence, et donc il a cartographié ces randonnées en fait sur l'île avec des traces GPS. On a conservé ces traces GPS pour en faire une sorte de maquette cartographique qui représenterait les différents parcours qu'il a menés. Donc le fait de placer, on va dire, ces bâtonnets avec ce fonctionnement comme une sorte de plaque isorèle, à la fois c'était quelque chose de très pratique, parce que ça permettait du coup de fixer un peu les différents parcours qui se montrent comme une sorte de carte topographique réinventée, et puis à la fois ça permettait de faire un écho en fait à ce paysage qui est du coup très façonné par l'homme, et très monoculture, quoi. Donc c'est à la fois en fait un principe de construction qui est assez évident, et à la fois ça fait référence à on va dire la construction du paysage telle qu'elle existe aujourd'hui dans le Limousin. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'on avait vu, qu'on voit un peu plus à gauche, dans la deuxième version, des cartes, des cartographies polynésiennes, qui en fait ça fait partie des premiers archétypes de cartes retrouvées, où en fait ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient avec des bâtonnets au bord de la mer, et c'est des cartes de courant marin. Et en fait, avec ces bâtonnets qui se croisaient, on pouvait comprendre là où il y avait un courant, une île. Donc il y avait cette question un peu du code secret, de l'empilement, qui nous intéressait aussi dans ce travail-là, et qu'on a continué à développer lors d'une résidence qu'on a fait à Maudit Sabata, et qu'on a exposé à la Galerie Tator à Lyon, qui s'appelait Grille Déplacement, sur lequel on a développé un peu ces principes aussi de jeu, d'artisanat,
de manière très modeste, hein, quand je dis ça, c'est que c'est vrai qu'il nous arrive souvent d'aller en résidence et de finalement faire moins d'affiches que d'autres choses ou de graphismes, de tester les deux, de tester toujours des techniques. Ah, par exemple la céramique, le textile avec la broderie, donc soit en fait pour l'espèce de tapis qu'on voit en fait sur la gauche. Là du coup on avait réalisé un cadre et une sorte de métier à tisser très rudimentaire. Donc on était vraiment très débutant en fait sur cette technique. Sur l'espèce de cadre penché de gauche, en fait c'est une autre technique, c'est le demi-point de croix, donc en fait il y a une sorte de canevas dans lequel on va du coup venir j'aurais envie de dire tricoter, je sais pas si c'est le mot. Et la céramique, pareil, c'était comme en fait Molly Sabata, c'est aussi une résidence un peu autour de la question des arts du feu, souvent, pas que, mais beaucoup. On s'est dit tiens, on va tester ça et on va essayer de faire une sorte avec ces sortes de pièces de céramique. C'était à la fois une manière de créer une sorte de paysage et puis de tester cette technique de la céramique de manière très rudimentaire, une sorte une sorte de répertoire de forme du relief. Et dans la même exposition, ah oui, c'est ça que je l'ai pas mis, mais en fait là c'est une œuvre qu'on a appelée Dédale, où on s'est rendu compte que Sébastien et moi on jouait. On avait repris aussi les coordonnées GPS. Ah oui. Qui avait été fait pour justement la carte qu'on vous a présentée juste avant. On s'est dit on va continuer aussi ce principe-là, mais on va essayer de l'incarner à travers une sorte d'autre fonctionnement, d'autres jeux de citations cartographiques. Et là, en fait, on utilisait plutôt un jeu auquel on a joué plus jeune, qui était ces sortes de jeux de labyrinthe de billes, en fait. On s'est rendu compte qu'ils avaient très souvent la même taille et qu'on pouvait interchanger et avoir ces dalles-là. Et à partir de ce premier test, c'est qu'on ne l'a pas mis dans le diaporama, mais en fait, ces résidences, souvent, ça nous permet de travailler sur d'autres choses, ou plutôt aussi avec des groupes. Et par exemple, on a refait une version de ce dispositif autour d'une ville qui s'appelle Fresnes-sur-l'Escaut, vers Valenciennes, où la question était de cartographier la ville avec sur la question des trous d'entrée de mines, et donc de cartographier comme ça avec les habitants, habitantes, cette compétence, ce savoir-là qu'ils avaient perdu, et de finir donc cette cartographie en réalisant des dalles comme ça, et en permettant un jeu qui est maintenant à Fresnes-sur-l'Escaut. Donc voilà pour ces jeux de labyrinthe. Ça, du coup, c'était plutôt... Ouais, je coupe sinon ça. Ouais. Là, c'était du coup un principe, on va dire, plutôt de synthétisation de forme du paysage qu'on a proposé sous format de carte postale pour pratiquer un atelier de coloriage, hein, tout simplement, à la kermesse graphique de... comment ça s'appelle déjà ? Cette kermesse graphique, une saison graphique au Havre. Voilà. Et donc ça, on l'a fait en allant chercher dans un atlas, on va dire, de photographie aérienne des années 50-60. En fait, il y a une sorte de mission de photo aérienne qui a été faite. Alors, j'avoue que je me rappelle plus quel est l'éditeur du truc. Mais on a trouvé ça dans une brocante à Bruxelles. Et 4-5 tomes qui couvrent l'ensemble du territoire français. Et au-delà du fait que c'est un objet éditorial assez chouette, assez stimulant, du coup on s'est dit tiens, on va s'en servir comme base pour justement essayer de synthétiser des formes un peu du paysage. Donc du coup voilà, on a
proposer une sorte de format de carte à colorier. Et c'est vrai que ce qu'il y avait de rigolo, alors là on le voit, mais il y en a eu plusieurs qui ont fait ça sur la petite fille en bas à gauche, c'est que au début il y avait quelques enfants qui coloriaient mais pas du tout dans les lignes, et en fait c'est parce que comme c'était les codes du Havre et qu'il y a beaucoup de brouillard, en fait ils coloriaient le brouillard. Au début on se disait mince, peut-être l'atelier il fonctionne pas trop, et au bout de 2-3 on s'est posé la question. Et je trouve que c'est aussi des rencontres et des imprévus qui nous réjouissent. Du coup, pour passer à un autre projet, en fait, en 2017, j'ai été invitée à réaliser un an de résidence au Centre national du graphisme qui venait d'ouvrir, et donc de l'ouverture jusqu'à ces un an. On m'a proposé d'intégrer l'équipe de médiation en tant que graphiste invité et de réaliser des projets avec l'équipe et de réfléchir à, je dirais pas une politique de la médiation, mais voilà, de faire évoluer et d'être un peu une praticienne embarquée dans cette équipe avec beaucoup de cartes blanches. Et une des premières chose auquel on a réfléchi à l'époque avec Catherine Di Giulio, c'est de réaliser assez rapidement, suite à l'ouverture du Cygne, une exposition pour les enfants, en fait, une exposition pour le graphisme, donc qui s'appelle Les Petits Spécimens. Donc aujourd'hui, je pense que là, ça va être la septième édition. Donc il y avait un peu ce défi d'arriver à réaliser une exposition en 2-3 mois, de réaliser un premier opus et d'essayer de voir comment ça pouvait fonctionner pour pouvoir aussi qu'ils se reproduisent. Donc là, les problématiques qu'on a fait le choix d'aborder, parce qu'évidemment, c'était lié à ce projet, c'était la question du paysage et du tout est dans tout. Donc ce qu'on a décidé comme principe avec David Desmoutis, c'est de créer des meubles qui ressemblaient donc une cabane qui pourrait sur le plateau d'exposition, là on le voit moins, faire un relief, une table qui pourrait rappeler des éléments qui étaient très simples et qu'on peut voir aussi dans les normographes, qui peuvent parler du paysage, et d'aller chercher des ressources films. Donc c'était plutôt sur une question aussi de commissariat et de mise en place d'exposition, c'était d'aller chercher des ressources autant au niveau de films, d'animation, de livres, de dispositifs aussi de médiation autour de ces questions-là et de la question du graphisme. Donc dans cette exposition, il y avait 2 salles qui tournaient en permanence, une avec ces ressources-là et une autre on avait invité et créé donc aussi le mobilier, parce que le Cygne venait d'ouvrir, il n'y avait pas de mobilier, invité notamment Aurélien Farina, Sophie Cure, Patrick Lindsay, il y avait Aurélien Débat, à réaliser des ateliers et à les mettre en libre service. Toute la question était que les ateliers soient en libre service, qu'il y ait des moments où l'équipe de médiation puisse elle-même réaliser des ateliers, et qu'il y avait aussi une réseau sur cet endroit-là qui pouvait servir. Et donc on remplissait l'espace au fur et à mesure des œuvres des spectateurs et spectatrices qui venaient. Et l'objectif, c'était qu'ils reviennent à la fin, en fait, que l'exposition grandisse avec les sorties d'ateliers, et qu'ils reviennent à la fin récupérer leur œuvre en leur promettant une boom qui a eu lieu avec Radio Minus. Mais c'était aussi que voilà, les sorties d'ateliers permettent de remplir au fur et à mesure cette exposition et deviennent elles-mêmes des ressources. Au milieu de ça, moi j'avais réalisé pour pouvoir faire des tests sur les normographes en plus grand et de proposer des ateliers, j'avais réalisé ce dispositif avec un tableau. Et une autre partie de cette résidence a été de travailler j'étais présidente du concours étudiant à Chaumont, et la problématique qu'on a proposée, auquel pareil, de toute façon souvent on travaille à 2 sur les choses, mine de rien, c'était... Là c'était plutôt... Ouais, là la résidence, ouais, mais auquel j'avais pensé, c'est faire Cygne.
Et donc faire signe, c'était l'idée de proposer aux étudiants et étudiantes de réaliser des dispositifs de transmission. Donc ça pouvait être évidemment une affiche ou un livre, mais de poser la question de comment on transmet aujourd'hui et comment on peut transmettre à d'autres et réaliser des dispositifs. Et à l'issue de ce projet-là, qui est aussi montré, donc ça c'était en 2017, des propositions qui étaient de plus en plus dans les écoles et qui le sont toujours, et liées à la médiation, liées aux outils, liées au fait qu'on puisse de plus en plus via les Fab Labs et d'autres choses imprimer des objets, se poser la question de la manipulation aussi, dans des sections qui étaient des fois plus classiquement en design graphique. On a fait une proposition de scénographie où tous les jeux, sans exception, enfin tous ceux qui pouvaient tenir plus de 2-3 jours et un petit peu de public, étaient posés sur une table et pouvaient être manipulés par les personnes qui venaient visiter cette exposition. Donc il y avait cette question de ne pas, comme vous le voyez dans Tout et dans tout, de pas fixer tant les objets, mais plutôt par un dispositif de commissariat et de scénographie, de rendre en fait les expositions manipulables et où tout peut se manipuler, mais je viens de le dire. Donc voilà quelques photos de l'exposition. Avec, donc il y avait autant des dispositifs qui étaient numériques, des cartes à jouer. Enfin, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient différentes. Ça pouvait être aussi des t-shirts, donc les gens se mettaient des t-shirts pour avoir des choses. Peut-être sur la thématique, je me rappelle que ce que tu disais, c'était ce que tu avais proposé en tant que thématique de jury, c'est la question de le design graphique, en quoi le design graphique permet, on va dire, de désopacifier, on va dire, certains fonctionnements. Et donc c'était à travers ça de mettre sur la piste aussi de dispositifs qui aident à comprendre des choses pour désopacifier, on va dire, le fonctionnement des sociétés contemporaines. En prenant comme exemple de départ le fait qu'avec la miniaturisation, il y a quand même beaucoup de processus à l'œuvre qui sont, on va dire, empiriquement de moins en moins observables, et donc amener à utiliser, on va dire, les fonctions du design graphique pour donner des clés et comprendre un peu les enjeux du monde contemporain qu'on traverse. Ouais, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'était ça. Et donc ça c'est un objet, hop. Et c'est vrai qu'on a mis ça en même temps aussi, c'est pour faire suite. Puis c'est vrai que, là, c'était un atelier en continu, donc avec des normographes ou d'autres, où en fait on avait une réseau et on proposait pendant 3-4 jours on avait invité pas mal de monde aussi, et l'idée c'était de proposer une recette de cuisine, d'en faire son dessin, de l'imprimer et de faire le mélange du dessin imprimé, d'avoir des recettes. Et en fait, comme l'atelier était en continu et qu'il y avait beaucoup de monde, en moyenne, les gens sortaient avec un livret de 16 pages toutes les 2 heures qui était rempli, et comme ça on a pu en 2-3 jours réaliser un livre de cuisine qui reste subjectif, mais qui permettait comme ça d'associer et un temps de composition abstraite et de recettes sur la gauche, et un temps de mise en place d'une recette à travers ces 2 barrières. Ça a donné des résultats assez surprenants, ouais. En plus c'était assez poétique. Là finalement on a un truc avec des beignets de... Mais en tout cas, les beignets de Carnal. Il y a eu des choses assez rigolotes et assez poétiques, et le format a plutôt bien marché, et ça provoquait un peu des rencontres assez inattendues entre le visuel, les recettes. Puis souvent c'était 2 recettes en fait par page. Ouais. Et donc suite à ça, j'ai réalisé
un contrat local d'éducation artistique où on a travaillé avec Frédéric Dumont. Donc un CLEA, on a voulu découper aussi cette conférence avec différents types de résidences, d'endroits et de lieux pour aussi vous montrer. Donc on réalise évidemment des commandes à côté, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup, là peut-être tous les 2 ans, mais une fois par an dans des résidences ou des CLEA. Donc je vais expliquer le dispositif afin de pouvoir prendre le temps de réfléchir à une pratique et aussi d'avoir des lieux un peu privilégiés pour travailler avec des publics. Donc un CLEA, c'est un contrat local d'éducation artistique et c'est des temps de résidence plutôt longs, donc de 5 mois, avec où on est on arrive sur un territoire sur lequel on n'habite pas et l'idée c'est de rencontrer des structures, donc ça peut être autant des écoles, des musées, des prisons, des IME, des centres sociaux. Et là-dessus, on trouve un espèce de compromis entre la structure et l'artiste invité, ou les graphistes dans notre cas, afin de réaliser un projet ou un geste artistique. Et donc là, le projet du CLEA à Béthune sur celui-là, c'était de réaliser une série de drapeaux avec un poète qui s'appelle Frédéric Dumont et qui collectionne les langues les langues orales qui vont se perdre dans le monde, donc il voyage beaucoup et a une connaissance fine sur ces questions-là et sur les langues étrangères. Et donc on a décidé de réaliser avec un foyer de jeunes travailleurs une piste d'atterrissage pour les oiseaux. Donc les oiseaux migrateurs. Donc en fait, on s'est dit que dans ce foyer et aussi dans le nord où il y a eu beaucoup d'immigration, on avait le potentiel de rencontrer beaucoup de personnes et beaucoup de langues. Et donc à chaque fois sur les drapeaux, on a écrit voler, traverser. Et on s'est dit qu'on allait les écrire dans les langues qui allaient donc du nord au sud, de la Laponie jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc là, on voit un exemple. Pour les scripteurs, je crois que du coup, c'est vraiment un atelier qui a été mené. Donc les personnes en fait qui ont écrit ces mots ont aussi scripté avec leur propre, on va dire, système d'écriture. Ouais. Et donc il y a différentes choses. Il va y avoir du cyrillique, il y a de l'arabe, du latin. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était c'était une manière aussi, c'était une problématique c'était dans un centre sur l'écologie et la nature, c'est plutôt une problématique de voir comment ils pouvaient faire venir d'autres publics, de rencontrer ce foyer de jeunes travailleurs qui étaient pas très loin mais qu'ils n'arrivaient pas peut-être à capter ou à rencontrer. Et donc l'occasion de cette piste d'atterrissage a été de créer comme ça une synergie entre deux lieux autour de Béthune. Et dans le même CLEA, l'idée était de réaliser des drapeaux, donc dans chaque structure avec des demandes différentes qu'on va vous expliquer pour certains là. Et alors l'idée au début c'était de poser les drapeaux sur les ronds-points, donc ça avait été écrit comme ça sur le CLEA. Et en fait, moi, le moment où je suis rentrée dans le CLEA, il y a eu les gilets jaunes qui ont commencé, et donc on a changé de projet. Je dis ça parce que c'est aussi la question des résidences sur le territoire et des rencontres. Ça se fait aussi dans des fois des formes d'actualité ou dans des changements de projet. Et c'est vrai que je pense que dans tous les projets qu'on croise, il y a ce plaisir-là aussi d'une adaptabilité de projet. Là, c'est une anecdote, mais donc en fait, ils n'ont pas été déposés sur les ronds-points de la ville pour accueillir dans la ville, mais plutôt il y a eu des échanges dans les structures. Et donc ces drapeaux étaient faits en fonction des demandes qui étaient formulées, donc soit par des groupes, soit par des institutions. Donc par exemple, Suis au milieu, c'est un travail avec des maternelles autour de la sensibilisation sur la prévention routière. Donc le mélange avait été fait de se dire tiens, est-ce que on passerait pas une journée à se promener et à faire de la sensibilisation routière, parce que les enfants
en fait rentraient souvent accompagnés, mais au bord de l'école était au bord d'une route où ils regardaient pas beaucoup pour traverser parce que leur maison était juste à côté. Donc l'idée c'était de travailler avec eux, à refaire le parcours, à retourner chez eux et de le symboliser aussi par un drapeau et graphiquement qui sont installés à l'entrée de leur école. Donc ça a été plusieurs demandes de drapeaux. Il y en a qui ont été réalisées en prison sur d'autres thématiques qui se posaient sur la question à la bibliothèque. Le drapeau de gauche, ça a été réalisé, c'est une archéologie d'ossements, il me semble, de super-héros. Là, c'était dans un IME avec des personnes qui avaient des handicaps profonds et qui, du coup, étaient au début de la préhension et de la compréhension des lettres. Et on s'était dit que ce serait peut-être bien, à partir de céramique, de créer des protoformes et un début de langage de lettres qu'on a rangé ensemble. Là, c'était une série de drapeaux pour une école maternelle où se posait, il y avait un souci donc après, les demandes sont des fois plus ou moins compliquées. Là, la question, c'était que l'école s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de déchets qui étaient jetés dans la cour des maternelles, notamment par les riverains, mais par les parents aussi de cette école maternelle. Et donc, il y avait une demande de sensibilisation dans le quartier. Donc, nous, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait créer une histoire autour de la cour, la cartographier, donc la mesurer, la mettre en place. Puis, a commencé à s'écrire une histoire autour de galaxies. Donc, on voit sur la gauche, c'est la galaxie de cette cour de récré, puis ça devient une planète, qui a permis surtout, en fait, ces drapeaux qui sont aussi aujourd'hui affichés, étendus dans l'école maternelle, de réaliser une journée de festivité autour de cette histoire et de rejoindre les parents, de faire un temps parents-enfants dans cette cour et qui voient aussi sur les jeux que leur avaient prévus leurs enfants et ce temps-là, un petit peu l'espace de la cour de cette maternelle. Là, c'était donc c'est un billiodrome, c'est un jeu de billes qui a été commandé par des enfants de 9 ans qui étaient au conseil municipal en fait d'une école et qui s'étaient rendu compte que les billes revenaient à la mode et eux ils allaient partir au collège et voulaient faire un cadeau aux écoles primaires de leur village et en fait moi ils m'ont écrit en me disant tiens on pourrait faire un parcours et un jeu de billes donc là tout l'accompagnement en fait c'est le fait d'avoir c'est le fait d'avoir joué avec ces jeux de billes, ces labyrinthes qu'on a réalisés avant et là c'est une sorte d'occasion de pouvoir en réaliser un mais à une échelle beaucoup plus grande, avec des moyens assez conséquents, parce qu'en fait, il y avait aussi les équipes techniques de la ville qui étaient derrière, qui ont participé. Et du coup, ça crée une sorte, on est entre le parcours de billes que vous avez vu tout à l'heure, on joue avec les fonctions un peu gyroscopiques du socle en bois. Ça c'était pour tout à l'heure et ce qu'on voit là on est pratiquement dans une sorte de truc un peu presque mini-golf. Ouais. Oui, puis ce qui était super c'est que dans cette commande il y avait vraiment nous on était un peu là pour coordonner les choses en fait, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire mais il y avait rencontrer les équipes techniques, trouver des tables, donc là c'est les tables d'école maternelle, trouver la forme, leur permettre d'avoir un choix de couleurs et surtout arriver à faire des plans en géant parce que donc ils étaient 10-15 dans ce projet, donc comment on joue aux billes, quelles sont les règles, est-ce qu'on est tous d'accord avec ces règles, finalement comme on n'était tous pas d'accord avec ces règles, on a fait plusieurs billiodromes, enfin un peu cette mise en place en fait, ce qui nous semble important, c'est cette mise en moyen d'expression ou d'envie qui souvent sont là, notamment chez les enfants, mais il y en a il y en a un peu partout et on se dit que peut-être des fois un des rôles qu'on a notamment sur ces résidences c'est d'être facilitateur en fait de projets qui permettent de produire des formes ensemble et une forme de contribution
Je t'ai coupé la chic. Non, ouais, je voulais te rejoindre là-dessus. C'est le fait que, quelque part, souvent, quand on aborde cette question d'atelier, on ne met pas du tout en place la question de la finalité. Ou c'est peut-être en ça qu'on peut commencer des fois à raccrocher les wagons avec le titre qu'on a proposé en mode mineur. C'est que d'une certaine manière, souvent on propose un socle de compétences ou d'expériences passées en montrant des fois un peu nos travaux. Et on essaie d'aller à la rencontre en fait un peu des publics et des envies, de humer un peu l'envie, de les rencontrer, de dialoguer. Et c'est souvent des formes assez surprenantes en fait, même si finalement on va aussi réutiliser, on va dire, un vocabulaire du forme avec lequel on est familier, des formes un peu organiques, jouer avec aussi des formes élémentaires. Mais c'est aussi en utilisant ce principe-là, finalement, qui découle aussi de l'univers un peu des normographes que tu as mis en place dans ton diplôme. Il y a une espèce de vocabulaire suffisamment large et simple pour pouvoir en fait l'utiliser dans des projets qui sont assez divers et avec un design graphique qui va remplir des fonctions en fait assez variées, qui va en fait du jeu à des fois la décoration, ce genre de choses. Ah bah oui, puis sur la question de la commande, pour nous, est-ce que c'est une commande? Je ne sais pas, mais si on peut avoir que des commandes comme ça qui permettent de contribuer, de réaliser des objets qui à la fois ont l'air simples ou loufoques, mais permettent aussi de comprendre en termes d'apprentissage, enfin de connaissance, la question de la communication, de la contribution, mais aussi de tiens, comment je tiens une bille, où est-ce que je colle, enfin plein de... En fait, ces projets-là, ils amènent autant pour nous dans la richesse des collaborations, mais aussi dans des compétences qui semblent évidentes en école d'art ou dans nos métiers, de pouvoir les transmettre et de toucher comme ça à partir d'objets qui se transforment. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez réjouissant. Et peut-être pour avancer, passer ça, on est de passer ce CLIA, on a été de retour au Signe pour une exposition, donc ça a été un commissariat qui a duré 1 an, peut-être 2, mais enfin ça a été un peu long à être mis en place, mais ça n'a pas dans l'histoire, mais où on s'est dit tiens, peut-être que ce serait intéressant en discutant avec des personnes au Signe, de faire une exposition qui poserait la question ou l'équilibre entre le textile, le graphisme et le numérique au milieu en fait, de se poser un peu, d'essayer de faire un inventaire un petit peu large de pratiques qu'il faut y avoir autour de cette question du textile, parce que c'est vrai que avec les possibilités d'impression qu'on a aujourd'hui et toujours l'ouverture sur la question des Fab Labs, on peut de plus en plus imprimer, sur le fait aussi de se poser la question aujourd'hui de l'artisanat, c'est la question du textile, pour moi revient, on en voit, c'est un médium assez utilisé, assez commun, et on voulait prendre le temps de réfléchir dessus. Et puis c'est une sorte de... Je ne sais pas si je me trompe en disant que c'est peut-être le premier commissariat qu'on a fait, non? Non, c'est ça. Donc il y avait un truc assez stimulant aussi de se mettre encore une fois dans une position où il y a une sorte d'inconfort dans le fait que on n'a jamais fait de commissariat. Même si on comprend un peu, on va dire, les enjeux qui sont derrière, parce que venant d'une formation de design graphique à Valence, où en fait il y a un socle de culture critique éditoriale qui est assez évident. Donc, quand on met en place des objets éditoriaux, on est déjà dans une forme un peu de curation, donc c'est pas quelque chose qui est totalement étranger. Mais du coup, c'était assez plaisant d'essayer d'aller chercher des choses qui sont à la fois très, on va dire, design graphique, avec des enjeux de textile assez pauvres, comme c'est le cas par exemple avec des collections de drapeaux. Donc en fait, on a 2 collections de drapeaux dans cette exposition qui sont d'un côté
que la collection qui se trouve à Gand de la structure 019, où en fait cette structure a repris un bâtiment, je ne sais pas de combien de temps ça date, en tout cas c'est un vieux bâtiment un peu industriel, et en fait c'est sur, il y a des sortes de grands mâts en fait. Et ils se sont dit, bon bah, vu que c'est là et qu'on a déjà des mâts avec des drapeaux, ça va devenir une sorte de format d'invitation pour des artistes, des designers graphiques. Donc il y avait cette collection de gants qui a été aussi mise à l'épreuve du temps. Quand on a ouvert les colis, ça sentait l'embrun, et les drapeaux étaient un peu sales, mais en même temps c'était assez chouette de découvrir ça. Et puis l'autre collection qui vient du FIG Liège. FIG Liège, c'est un... Donc FIG, c'est pour festival, alors soit international, soit intergalactique, soit... Enfin, le I varie à volonté, quoi, et interchangeable. Et ils ont proposé sur plusieurs années, en fait, des sortes de formats à investir, on va dire des formats peut-être plus atypiques que les formats, par exemple, de l'affiche ou du livre. Donc il y a eu les formats de drapeau, il y a eu des formats de cartes postales. On avait eu la chance d'être invité à faire un format de drapeau, donc ça nous permettait d'avoir aussi une pièce à nous dans l'exposition, on était contents. Et du coup, voilà, il y a 2 collections de drapeaux, et puis après on allait chercher des choses un peu plus spécifiques. On était très contents d'avoir aussi le travail de Slaven Tatar. Donc là c'est l'espèce de grande bouche qu'on voit. En fait, Slaven Tatar, c'est un collectif qui investigue la question de la rencontre entre la culture slave et la culture tatar, et qui va chercher des choses, des sortes de formats culturels un peu atypiques, qui se posent la question de qu'est-ce que c'est que la représentation de, je sais pas, par exemple du pickles, qu'est-ce que ça dit de la culture slave, voilà, des trucs comme ça. Et donc là, par exemple, ça représente, c'est une sorte de schéma qui va parler de d'une certaine sonorité qui est là dans les cultures plutôt orientales, sur le raclement de la gorge. Et ça, c'est plutôt un truc chez le père, je crois. Et donc du coup, ils investiguent des objets culturels comme ça, et un des résultats de cette investigation pour eux, ça a été de faire un tapis. Et aussi le travail par exemple de Rocolor qui se posait des questions sur l'impression textile. Donc là c'est une impression, donc là c'est l'espèce de petit tapis bleu qu'on voit juste entre la collection de drapeaux et le tapis avec la grande bouche. Donc ça c'est une impression en fait à la javel, et on pouvait en accès libre du coup taper le message qu'on voulait, et après il venait imprimer sur le drapeau. Donc on a essayé d'aller chercher des choses aussi qui étaient un peu, on va dire, sensibles, mobilisables. Il y avait le travail aussi de Claire. De Claire William qu'on voit là. Ah oui, un peu au fond. Oui, en fait, c'est là où je pense que ça nous semblait important de montrer cette exposition, parce que elle a pu encore. Enfin, nous, c'était que l'idée en fait de cette scénographie ou de ce commissariat, c'est que tout soit manipulable. On a vraiment une attention assez forte là-dessus, de se dire, tiens, notamment en médiation, mais sur la compréhension de l'art, sur la compréhension d'objets, la manipulation, ça reste quand même quelque chose qui active le corps, qui est souvent permet des chocs esthétiques, qui permet une réflexion, qui permet une écoute. Et donc dans les œuvres, les artistes qu'on a choisis, au-delà qu'il y avait des formes plus ou moins expérimentales, où il y avait Claire, mais il y a Data Paulette derrière qui a réalisé un textile où quand on touche, il y a une opération qui se réalise à l'écran, ou Damien Poulain qui a réalisé cette tente avec en Iran, dans le désert, avec cette tribu. En fait, il y avait différents types de procédés, mais l'idée c'était qu'on puisse les manipuler et se sentir libre en fait de poser cette question du textile en tant que spectateur, spectatrice dans cette exposition. On va continuer sur la brèche en se disant en fait on a mis cette commande qui est un petit peu plus classique. Alors autant on l'a mis aussi pour l'identité, parce qu'on réalise des commandes de graphisme plus classiques, mais c'est pour
pour le projet un petit peu après. Donc en fait, la Brèche Festival, ils sont venus nous chercher en 2017 parce qu'ils s'intéressaient à la question du paysage et de la médiation. Et en fait, eux, c'était un groupe qui sortait du Conservatoire de Paris et qui voulait monter un festival vers Aix-les-Bains, donc un festival de musique de chambre qui serait sur plusieurs semaines et qui intégrerait la question de la médiation notamment et de la sensibilisation des publics à la musique classique, donc à la musique de chambre. Donc ce qui propose beaucoup, c'est il y a des résidences d'artistes dans les collèges et en milieu scolaire. Et au bout dès la deuxième année du festival, on s'est dit que ce serait intéressant de monter un atlas. Donc, ça a été le nom choisi. C'est pas un atlas. C'est un grand mot. Mais c'est vrai qu'on l'a appelé comme ça parce que c'était le fait de rassembler plein de sources où il y avait de la rédaction de contenu de la part de l'équipe. Et c'était une sorte de dialogue éditorial assez chouette où on n'était pas simplement que juste des prestataires graphistes au sens classique, mais il y avait comment on monte un objet éditorial. Oui, là se posait encore la question de la contribution et de se dire tiens, donc c'est un livret qui est gratuit, que toute personne reçoit quand il vient à un spectacle et qui permet de se poser des questions sur les thématiques des semaines de festival, mais aussi de se poser des questions sur comment est constitué un orchestre, ça peut être sur la question des lignes, sur une sonate, ou alors ça peut être aussi une playlist des artistes invités. Enfin, la question de la contribution, ça peut être aussi le témoignage de personnes autres de l'association. L'année dernière, on en a réalisé un qui était plutôt pour les enfants, pour un public plus jeune. Et en fait, cette idée dans cet atlas, qui nous semble intéressant, c'est la question de comment chaque année, la première année, n'a pas été complètement bien reçue parce qu'il y avait cette question de se dire tiens, c'est très précis, finalement c'est du jargon, est-ce qu'on va suivre, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des livres comme ça, est-ce que c'est pas un amusement, est-ce que c'est pas trop c'est pas trop spécifique. Et en fait, au fur et à mesure des années, on voit que les collèges le demandent. Enfin, il y a une habitude qui est mise en place, en tout cas, dans la lecture et la compréhension de ces diverses contributions, parce qu'en fait, c'est vraiment des formes et des formats très différents, quoi, qui permettent autant, voilà, là il y a une playlist ou le plan des termes d'Aix-les-Bains. Là c'était un CLEA qu'on a fait à Valenciennes, donc en 2022, il y a à peu près 1 an et demi. Donc bon, on a présenté un peu le fonctionnement du CLEA au travers du précédent CLEA, on va pas le réexpliquer, mais là en l'occurrence, par exemple, là, c'était un jeu de domino qu'on a réalisé avec une classe de seconde année de maternelle et de 3e année. C'est ça. Donc, ce qui était intéressant, c'était que finalement, le fonctionnement du domino, qui est un format qu'on connaît bien, qui fait appel un peu à la reconnaissance de forme, on l'a fait à travers une logique d'atelier où on a récolté des signes qui ont été faits en atelier et on a essayé de travailler avec eux cette question un peu de la distinction et de la confusion, parce que en fait dans la reconnaissance de forme il faut à la fois distinguer et à la fois se rendre compte que certains signes sont pas si loin les uns des autres dans les principes de composition, dans les rythmes qui sont donnés. Donc là c'était assez chouette de suivre de bout en bout en fait ce processus avec une classe et qu'ils puissent découvrir en fait que les formes auxquelles ils jouaient, on a quelque chose d'assez, même si c'est fait, on va dire, sur un truc classique de découpe laser et c'est pas très complexe, mais sur un produit qui a l'air un peu fini, de se rendre compte qu'en fait c'est eux qui étaient à l'œuvre pour ces objets-là. C'était une expérience assez chouette et ça a plutôt bien fonctionné. Et c'était très stimulé par ce jeu-là, donc c'était assez bien.
Il y avait aussi, là, avec une structure, c'était un jeu qui s'appelle la balance des émotions. Alors, la structure, moi, je sais que je n'ai pas travaillé avec cette structure. C'était une structure d'aide à l'enfant. C'est une structure qui accompagne des familles souvent, tout au long de la vie des enfants en fonction de leurs difficultés. Donc souvent c'est des familles c'est une structure qui va les suivre à partir de 3 ans jusqu'à leur majorité en tout cas. Et là la question c'était, on nous avait demandé de réaliser un outil qui permettait de se mettre, c'est une roue des émotions en fait, c'est lié à un jeu qui se trouve dans les estaminets où on fait des jeux d'équilibre et quand il y a des poids à trop un endroit, le but c'est d'arriver à mettre assez de poids sans que la roue se renverse. Et donc là on nous avait fait la demande de le réaliser avec des couleurs qui étaient liées à des émotions afin de pouvoir, quand les familles, notamment les enfants, arrivent dans la salle d'attente, de pouvoir commencer à discuter avec eux sans leur poser des questions directement et d'être un peu un objet de médiation au milieu en fait des équipes et des familles. Et cette carte aussi en fait qui a été réalisée avec une école primaire, une école maternelle. Les deux. Et primaire, oui c'est vrai, école primaire et maternelle. En fait, du coup, c'était la question de cartographier le lieu, l'école, donc et proposer une sorte de jeu de loi autour, du jeu de loi. On s'est servi de l'archétype du jeu de loi, mais un jeu de plateau qui reprenait la configuration spatiale des lieux. Donc l'occasion de refaire aussi un peu on va dire, de cartographie sensible, quoi. Et puis écrire avec eux les questions qui pourraient être posées et qui allaient du coup être en lien avec l'école, parce que l'école elle a une mare pédagogique, c'est l'espèce de petite flaque qu'on voit à droite, et puis elle a un jardin aussi, donc ça permettait de mobiliser en fait pour les enseignantes, c'était l'occasion de remobiliser des connaissances qui avaient été vues au cours de l'année. Et donc voilà. Mais c'est vrai, sur cette carte, c'est que ça est devenu une table d'orientation, ils l'ont mis à l'entrée, donc il y avait des objectifs de pouvoir s'orienter dans la cour et dans une cour qui allait changer parce que le jardin allait s'agrandir, donc aussi que les enfants, quand ils sortent de l'école, montrent aux parents où est le jardin. Il y avait cette question d'avoir des jeux à différents niveaux, comme tu disais, le jeu de loi, c'est un objet qui du coup a été installé dans la cour et permettait avait besoin de répondre à différentes demandes, on va dire, ou demandes d'expression en tout cas dessus. Et voilà. Et donc la même année, on a constitué un collectif qui s'appelle le collectif Mots Voyageurs, donc qui est composé de Malte Martin, de Charlotte Attal. Il y a eu d'autres invités comme Hugo sans devoir, mais d'un collectif assez grand et diversifié on a fait grandir tout au long de ce parcours-là. Et en fait, on a répondu à un appel à projet qui s'appelait Monde Nouveau, qui était dans le cadre de France Roland juste après la Covid sur la question de la culture, et qui était un travail sur 1 an de mise en place d'ateliers à Roubaix autour de la question des mots voyageurs et de la langue. Donc là, c'était un gros dispositif. Peut-être mots voyageurs, le truc pour contextualiser, c'est une sorte de format qui a été un peu mis en place par Malte Martin sur la question de sensibiliser au fait que les mots qu'on va utiliser dans le langage commun en France, en fait, ils ont une histoire, et eux-mêmes en fait sont produits en fait des rencontres culturelles, des différentes influences culturelles, et donc ça permet aussi on va dire, de décloisonner une pensée un peu conservatrice, en fait, un peu du mot, en fait, qui serait les mots bien français. Donc, par exemple,
faire comprendre que la baguette, par exemple, le mot baguette, en fait, c'est un mot qui provient de l'italien. Donc on a plein d'exemples comme ça. Donc Malte, il en avait constitué une vingtaine, quelque chose comme ça, et à l'occasion du coup de ce format-là, on a travaillé avec des linguistes sur l'île, et on a étoffé, on va dire, cette collection de mots représentatifs pour ce concept de mots voyageurs. Donc c'était aussi intéressant de travailler du coup avec des universitaires sur cette question. Et donc du coup, le truc c'était de mettre en place des ateliers, d'inviter des personnes qui à l'extérieur de ce collectif dont a parlé Lucille, donc d'aller chercher des personnes qui sont représentatives aussi de la culture locale. Donc on est allé voir des graffeurs et des graffeuses de Roubaix, puisqu'en fait il y a une grosse culture du street art. Et puis on est allé à la rencontre aussi un peu de graphistes aussi. Donc il y avait différents formats pour accueillir ces mots voyageurs, donc ces sortes de drapeaux kakemono qu'on voit là sous la halle de la condition publique. Et puis il y avait aussi des ateliers. Il y avait des ateliers. Oui, non, mais il y avait le format des drapeaux dans lequel en fait qui sont les résultats à la fois des ateliers, à la fois des artistes, designers invités. Mais il y avait aussi le format un peu fresque qu'on retrouve dans la galerie de la condition publique. Donc là, par exemple, on voit, c'est Clémence Passot là, qui est en train de réaliser une fresque sur du mot rodéo. Donc il y avait ce format de la fresque là. On a créé un journal, si vous voulez, on peut vous montrer. On l'a ramené avec nous, ce journal, qui présente justement la collection des mots voyageurs. Et le principe. Il y a aussi cette fresque magnète participative qu'on a mis en place à l'entrée en fait, de l'exposition de la fresque. Et puis il y avait aussi un gonflable alors dans ce gonflable-là, on présentait une vingtaine de mots et c'était aussi une sorte d'invitation à la détente, quoi, non ? Oui, puis l'idée c'était d'avoir quelque chose qui reste. Enfin, il y a la collection de drapeaux, mais en fait, ça a été un gros projet. Enfin, nous, on n'avait pas l'habitude de réaliser des gros projets comme ça, plus contraints dans le temps dont on avait l'habitude. Donc, typiquement, sur la question des ateliers, on a été plus sur des preuves de concept où on a proposé à des gens des mots, leur dire tiens, vous pouvez réaliser ce mot, il y a ce mot. Enfin, on a fait ces 100 drapeaux et tous ces cette exposition en moins de 6 mois. Et là, pour le coup, sur la question des ateliers, c'est vrai que nous, on s'était dit que c'était très très rapide et peut-être qu'on n'avait pas eu une surface. Alors, on était un peu plus en mode majeur parce que typiquement, on savait exactement où on voulait aller, on savait les résultats qu'on voulait obtenir avec les ateliers. Et même si on est très content du résultat et que ça fait assez bien et que c'est des beaux drapeaux et tout ça, quelque part la relation avec le public, là quelque part elle manque de surface de contact. Quelque part les ateliers en fait ils s'étaient faits en 1 heure. Chaque structure venait pour 1 heure, du coup les centres aérés ou des publics libres aussi. Mais c'était un peu court et c'était vraiment un peu cerné comme format, peut-être un peu bien trop. Sûr, mais ça c'est vrai que c'est nous qui l'avions. Mais c'était nous qui l'avions voulu. Enfin, on s'est coincé. Mais du coup, on s'était dit tiens, on va demander au collectif Poulpe, qui sont de designers, de nous aider à réaliser un gonflable et qui pourrait tenir dans une grosse valise et qui nous permettrait en fait de faire évoluer les mots voyageurs et surtout de pouvoir les faire se déplacer, de créer en fait comme ça un espace de médiation, donc où on peut mettre un vidéo proche, on peut mettre des coussins, on peut soit regarder mais aussi mener des ateliers de danse, ce qui a été le cas, et qui nous permettait aussi de pouvoir continuer l'aventure en tout cas et de créer comme ça une espèce de salle de médiation à venir pour ce projet-là. Pardon. Là, sur ce projet-là, donc on a travaillé à Aix-sur-Azette, qui était capitale de la culture
j'ai mis 2016, c'est pas du tout ça. En 2022, en fait, on a été invité dans une exposition. Autant à faire l'identité de cette exposition que en tant qu'artiste dans une résidence où la question était donc c'était une exposition dans des serres désaffectées, commissariée par le studio DOTS, et qui donc l'idée de la demande qu'on nous avait fait, puis après je te laisserai l'expliquer, c'était de travailler autour des femmes et de l'émancipation dans les jardins. Voilà. Oui, le studio DOTS, du coup, c'est des commissaires d'exposition qui sont posés un peu la question de la relation qu'on établit avec les plantes. Ils avaient fait une première exposition au Grand Ornu en Belgique qui s'appelait Plant Fever, et là, pour cette édition-là, ils voulaient circonscrire ces questions-là, en fait, à la question des serres. Et du coup, le format qui était mené, c'était 4 semaines avec 4 artistes invités à chaque fois sur des thématiques un peu différentes. Le segment sur lequel on a été invité, du coup, c'était la question de la serre comme un outil d'émancipation pour les femmes, parce qu'en fait, ils étaient tombés sur un manuscrit du 19e d'une lady qui, du coup, on va dire, vantait le principe de la serre et du jardin personnel comme un outil, on va dire, d'émancipation et d'individuation. Parce que d'une certaine manière, les pratiques dans le cadre domestique étaient un peu tenues par les femmes, et c'est toujours un peu le cas. Et alors qu'en fait les serres industrielles étaient plutôt pour les hommes, et ils trouvaient que c'était assez intéressant de mettre ça en lumière. Donc nous on a été invités sur ce segment-là. Il y a aussi d'autres segments avec d'autres artistes où c'était la question par exemple de la serre comme un outil décolonial, avec la question des Wardiankes qui sont des sortes de micro-serres qui étaient mis dans les bateaux pour ramener des spécimens, et on va dire dans un but ethnographique, enfin différentes thématiques. Donc nous on travaille sur cette question de la serre comme un outil d'émancipation, et on se dit on va essayer de rentrer en correspondance avec des agricultrices, des pratiquantes en fait de la serre au sens contemporain, pour quitter ce truc un peu poussiéreux de la lady avec son manuel du 19e. Et donc on a mené une sorte de campagne d'appel à contribution à travers le format de la carte postale pour recueillir des témoignages. La carte postale permettait aussi une sorte de témoignage un peu aussi à la fois court, sur lequel on encourageait différents formats de la description, de la lettre, du dessin, du poème, et on a récolté tout ça. Il y avait une 60aine de contributions pour en faire des drapeaux. Et c'est que là, c'était quelque chose d'un peu inversé, parce que en fait, on n'avait pas, en tout cas, on a posté un message sur notre compte Instagram, ce qui n'était pas le cas, et on a eu beaucoup de réponses du monde entier. On a été un peu surpris. C'était une autre manière pour nous d'essayer de rentrer en contact avec des personnes, et c'est vrai que c'était assez rigolo de voir que sur une thématique, en fait, dans le monde, plein de personnes plein, nous c'était 150, mais on a envoyé 150 kits et on a eu 50 retours comme ça, mais ça faisait déjà une bonne base pour pouvoir réaliser 7 drapeaux, où en fait plus on recevait les cartes postales, plus au début on ne savait pas si on allait sélectionner ou si on allait mettre plusieurs messages, mais là plus on recevait les cartes postales, plus on a l'impression qu'on avait des grands thèmes qui se profilaient, comme la question de l'amour, de la mort, des vers de terre. Enfin, il y avait plusieurs thématiques comme ça, mais qui, du coup, on s'est dit on va sélectionner des cartes un peu archétypes dessus. On trouvait des sortes d'archétypes un peu du format de l'expression autour de cette thématique-là, effectivement, sur la question en fait des cycles et ce genre de choses. Donc, on a sélectionné, on va dire, des contributions qui étaient représentatives du coup de ces formats-là, et du coup on a choisi ce format aussi du drapeau qui est le format aussi un peu de la bannière, de la banderole, du drapeau de manifestation, pour envoyer aussi en fait la question
des suffragettes. Des suffragettes. Et pareil, ça c'était la question du broder ou faire des drapeaux en aussi grand, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire. Et on s'est dit que c'était peut-être le moment d'essayer, de la même manière que souvent dans les cartes postales qu'on recevait, il y avait la question du jardinage et de prendre le temps, d'apprendre un savoir ou de pas trop s'en vouloir si c'est imparfait aussi. On s'est dit que c'était peut-être le bon moment de se tester à la broderie numérique. Ça c'est l'identité, mais ouais. On a eu l'occasion de faire l'identité aussi de l'événement, donc ça c'était chouette, mais c'est pas très intéressant. Non, ça va pas. Comme ça on a bientôt fini. Peut-être on parle de jachère. Moi je pense que ça peut être bien sur les tampons. Peut-être vite parce que là il est quand même. Ouais, vas-y. Alors voilà. Donc jachère, oui, je vais en parler. Non, je trouvais ça intéressant parce que jachère, donc c'est Usus et Fructus, c'est une association qui a gagné aussi un appel à projet de Monde Nouveau. Et en fait, là, la question de l'identité qui nous a été proposée, c'était donc jachère, le projet, c'est un collectif qui propose à des artistes d'aller en résidence sur des lieux et des lieux de friche afin de pouvoir travailler dessus et développer leur objet d'étude. Et donc la première phase de jachère, c'était à Dunkerque. Et donc il y avait plusieurs artistes. Et là-dessus, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est aussi allé à Dunkerque sur le territoire. Donc on a trouvé cette typographie qui est devenue la typographie et l'identité de jachère. Et l'identité s'est fait surtout à partir de la réalisation de tampons en fait pour chacun et chacune des artistes. Et donc l'idée était plutôt d'avoir une espèce d'identité où quand ils reviennent, quand ils éditent des documents, ils les tamponnent et c'est à travers cette accumulation en tout cas de documents et de formes que se réalisait l'exposition et aussi une forme de signalétique. Donc là, par exemple, c'était une carte où on demandait à chacune des artistes de tamponner les lieux où ils étaient allés. Donc voilà, moi je trouve que c'était un outil comme ça aussi mobile qui me semblait intéressant. Et donc on a réalisé de la même manière sur le site avec les mêmes signes évidemment. Dernier projet. Ouais. On était plutôt content de finir par ça parce que là c'est un projet sur lequel en fait on a beaucoup travaillé mais finalement on a assez peu produit de signes en tant que tel. En fait le centre du Quadrilatère à Beauvais, le centre d'art du Quadrilatère est fermé actuellement, il est en réflexion jusqu'à fin 2024-2025. Et du coup, l'équipe de médiation poursuit son activité et donc par exemple ils font pas mal en fait de balades dans lesquelles ils vont faire des dessins et notamment avec un dispositif qu'ils appellent la fenêtre de Dürer. Donc en fait c'est une sorte de cadre sur lequel on va mettre un rhodoïde, un transparent, et plutôt que du coup dessiner et devoir faire le report entre la vue et le carnet, et là en fait on peut utiliser ça. Procédé un peu pour décalquer, quoi. C'est très simple, donc ça décomplexe un peu le rapport au dessin et donc ça a généré plein de dessins avec des publics assez variés et donc le but c'était de valoriser toute cette production de cet atelier de médiation et de l'équipe de médiation et donc on l'a fait à travers une exposition dans une galerie associative du coin et une édition. Et donc ce qui est assez chouette, c'est qu'on a pu peindre au mur avec les participants à ces ateliers-là, et puis faire une édition qui rendait les dessins aux producteurs de ces dessins-là, quoi. Donc c'est une sorte de format un peu hommage sur lequel en fait on a produit assez peu de signes finalement, mais on a plutôt fait appel à notre capacité de synthétisation et puis un peu d'éditorialisation, mais sans qu'on ait grand chose à produire en tant que signe, quoi. Voilà. Et donc ça c'était vraiment très très chouette. Ouais, d'être encore une fois embarqué dans une équipe de médiation et de d'être sur cette question de comment
Aussi, finalement, on avait des gens qui venaient peindre en disant ah oui, mais c'est pas mon dessin, ou ah oui, mais peut-être que si vous n'avez pas choisi mon dessin, c'est parce qu'il n'est pas assez beau. Et là, l'idée, c'était justement en peignant en bleu, enfin avec les couleurs de l'Arizo aussi, d'essayer d'unifier et de rendre en fait plutôt une représentation de la ville qu'une collection de dessins plus ou bien mal faits. Enfin, on n'était pas dans ce jugement-là, évidemment. Et donc ça, c'était chouette parce qu'il y a eu beaucoup de monde aussi au vernissage qui sont venus parce qu'ils savaient pas. Enfin, c'était une manière, encore une fois, de contribuer avec des habitants et des habitantes. Voilà. Merci.